La grande interview avec deux invités de marque. Nous sommes avec le cabinet d'architectes Béchu et Associés, Aliénor Béchu. Merci d'être avec nous, architecte d'intérieur et designer, dirigeante de Volume ABC, et Clémence Béchu. Merci d'être sur Agora News, directrice du développement et d'innovation au sein donc, de l'agence d'architecture Béchu et Associés. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer que toutes deux, vous représentez la 4e génération d'une longue lignée d'architectes. L'origine remonte d'ailleurs à votre arrière-grand-père. J'avais envie de vous poser la question, comment on en arrive à une telle constance ? Alors, comment on en arrive là? En tout cas, pour le comprendre, il faut peut-être repartir du début. Du début, en tout cas, nous concernant depuis notre arrivée sur cette terre. En fait, à l'origine, rien ne nous disposait à nous retrouver aujourd'hui à travailler au sein de l'agence Béchu et Associés. Quoi qu'on aime dire souvent qu'on est né petite avec un casque de chantier sur la tête, avec notre frère, qui d'ailleurs lui aussi travaille dans l'immobilier, puisque petite, nous passions nos week-ends à arpenter les chantiers de notre papa si nous voulions le voir, puisque à l'époque les architectes faisaient beaucoup de charrettes. On a passé des week-ends entiers à traverser les chantiers de notre père et de notre grand-père. Ouais. C'est ça. En fait, on a grandi donc aux côtés d'un père et d'un grand-père passionnés qui nous ont depuis toute petite bercés avec leurs histoires d'architectes et des aventures d'architectes. Il y en a beaucoup et pourtant finalement nos parcours étudiants n'ont pas commencé par des études d'architecture, puisqu'Aliénor a démarré avec des études d'histoire de l'art, oui, à la Sorbonne. D'histoire de l'art. Et moi, j'avais démarré par de la médecine. Ah oui, d'accord. Et puis finalement, quand on se retrouve quelques années plus tard, on se dit que dans tout ça, il y avait peut-être déjà les ingrédients qu'il fallait pour arriver là où on est, puisque on nous a souvent dit que l'architecture et l'urbanisme étaient une forme de médecine de l'espace. Et on sait aussi que la durabilité réside avant tout dans le respect des racines du lieu et donc de l'histoire. Et donc finalement, quand on additionne médecine plus histoire de l'art, on tombe peut-être en architecture. Voilà. Et c'est comme ça qu'avec Aliénor, on cultive cette passion pour ce métier sous toutes ses échelles depuis plus de 10 ans maintenant. Oui, donc c'est une belle vie parce que le monde est en pleine transition, donc ça doit aussi changer un petit peu. Pleine transition, et cette transition, elle est importante à l'agence parce que vous dites qu'on est la 4e génération, mais on est la première génération de femmes. Et c'est important de le préciser parce que c'est vrai que notre père aujourd'hui nous transmet d'une manière formidable cet outil qui est l'agence. Mais je pense que le fait qu'on soit des femmes, on apporte quelque chose de nouveau dans cette belle entreprise. Moi, je ne pensais pas du tout non plus rejoindre l'agence. En fait, ça s'est fait plutôt de façon assez naturelle. J'avais tout au long de ma vie et d'étudiante et d'entrepreneur par la suite, toujours travaillé en back-office, on va dire, sur les projets de l'agence, plutôt sur tout ce qui était conception et innovation environnementale, qui sont des sujets qui me tiennent à cœur depuis toujours. Et puis, ayant une connaissance du monde de l'entreprise et étant avant de rentrer dans cette agence d'architecture entrepreneur, ça c'est d'autres aventures. À l'époque où il a été question de réfléchir à la suite de l'agence, Aliénor, qui travaillait déjà, m'a invité à venir à leur côté pour répondre à plusieurs questions, qui étaient effectivement comment transformer le modèle d'une agence très libérale en un modèle plus entrepreneurial, à même de passer cette génération. Et puis surtout, là ça fait 12 ans aujourd'hui, on était déjà à la veille de cette bascule climatique, environnementale et de toutes ces transitions qu'on vit aujourd'hui, et donc il était évident qu'il fallait déclencher certaines choses pour pouvoir exister encore plus tard. Et donc c'est là en fait où cette clé de la transmission s'est mise en place, c'est-à-dire qu'on a des aînés qui acceptent de transmettre et qui sont vraiment moteurs de ça, et puis des plus jeunes qui se sentent tellement en confiance qu'ils ont l'audace de faire les choses sans doute autrement. Et à l'époque, donc c'était en janvier 2014, on s'est dit mais finalement, si on veut que l'agence existe encore demain, il faut qu'on en fasse un moteur de la transition climatique environnementale des villes. Et ça, c'était avant le Covid, à une époque en fait où la sensibilisation au sujet n'était pas encore vraiment massivement développée, et on a été un peu, en quelque peu, précurseur à nouveau sur ces sujets. Ça, c'est l'une de vos particularités, c'est ça. Le climat, c'est vraiment une priorité. On en parlera d'ailleurs plus longuement. Mais j'ai lu que vous ne vouliez pas non plus être spécialisé dans un domaine. C'est important à préciser ? Oui, ça c'est très important parce que le fait d'être comme une sorte, on peut le résumer comme un couteau suisse, très important, notamment aujourd'hui dans les modifications des usages, des attentes. Des attentes. Ne pas avoir de spécificité, être multisectoriel, en fait, ça nous permet d'aller piocher dans chaque secteur différent et d'aller nourrir
les autres, en fait. On pioche et on nourrit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la consommation a changé, on travaille de manière complètement différente, on vit de manière différente, on traverse nos loisirs de manière différente. Et c'est vrai, le fait de pouvoir donner... Et puis s'adapter aussi, c'est ça, quand on va vous apporter un sang neuf et des nouvelles idées. C'est ça qui était important pour le cabinet. Oui, alors pas être spécialisé, on sait que 80% de la ville de 2050 existe déjà. Donc on sait que la matière sur laquelle travailler, c'est la ville déjà existante. Et donc si on veut travailler sur ce qu'on appelle la reconstruction de la ville sur la ville, en intégrant des données d'hybridation, de mixité, de ville de quart d'heure, pour donner à chacun l'impression de vivre dans une qualité de vie qui donne l'impression de village, il faut être capable de travailler sur toute typologie d'actifs pour les hybrider, les mixer. Et voilà. Et dedans, il y a intégrer également tout ce qui fait les ingrédients d'une ville durable, à savoir effectivement le respect des racines. Donc c'est là où l'importance du patrimoine c'est qu'on ne peut pas imaginer construire un avenir sans avoir pris conscience de l'importance du passé, de nos racines. Et puis évidemment tout ce qui est enjeu de transition sociétale, environnementale, numérique et j'en passe. Et ça vaut pour l'architecture, mais ça fonctionne aussi, c'est exactement la même chose pour l'architecture d'intérieur. Alors bon, on va développer tout ça, mais l'évolution de la ville, elle est sous nos yeux aujourd'hui. Ça, vous le voyez au quotidien. Et ces enjeux, justement, comment les prépare-t-on? Comment peut-on dire on est prêt à anticiper les besoins de la ville, les besoins de nos futurs clients? Alors, déjà, il faut prendre conscience de plusieurs choses. La ville, c'est l'habitat principal des humains, de notre espèce, en l'occurrence des Homo sapiens. D'ici 2050, de façon universelle, on sait que 70 à 80% des humains vivront en ville. Donc c'est dans la ville que réside le défi de l'humanité, et c'est donc dans les villes qu'on peut trouver les solutions pour faire face à tous nos enjeux. Deuxième chose, si on veut s'intéresser à toutes les échelles de la ville pour trouver quelles sont les contraintes auxquelles répondre avec des solutions, il faut d'abord regarder la grande échelle. Et la grande échelle, de manière universelle, c'est quoi? C'est deux défis. C'est le premier défi qui est la raréfaction des ressources. On sait qu'on est dans un monde fini, malgré ce que le XXe siècle a voulu nous faire croire. C'est vrai pour fini, tout. C'est-à-dire qu'il va se terminer, c'est pas inépuisable, quoi. Les ressources sont pas inépuisables. Par exemple, moi j'aime bien montrer une courbe qui montre le besoin croissant qu'on a eu en matériaux au fur et à mesure de tous nos champs industriels. On voit bien qu'il y a un plafond de verre à pas atteindre et que la clé de notre prochaine révolution industrielle réside bien dans notre capacité à rendre notre économie circulaire. Ça, c'est vrai pour la matière, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour l'eau. L'eau est un sujet dont on ne parle pas assez et que nous, on essaye de rendre comme matière première de nos projets. Vous voyez, on essaie de sortir un petit peu du cadre aujourd'hui pour voir un peu comment imaginer les projets de demain. Donc, raréfaction des ressources, premier challenge. Deuxième challenge, on en parlait, c'est le climat. Le climat, donc le changement climatique. Voilà, on habite dans des villes qui sont les principales accélératrices du changement climatique et qui, en même temps, en sont les principales victimes. Donc, on est en obligation de se mettre en capacité de compréhension de ce qu'implique ce changement climatique dans ses anomalies à la hausse comme dans ses anomalies à la baisse, avec tous les dysfonctionnements très particuliers que ça va générer au niveau des villes, sachant qu'une ville ne respire pas de la même façon où qu'elle soit et où qu'on soit dans la ville. Et donc, nous, on cherche également de manière quotidienne pour cela à orchestrer des collaborations scientifiques pour mettre vraiment la science dans notre quotidien et pouvoir développer des solutions qui ne soient pas qu'intuitives mais qui soient vraiment appuyées sur la science. Et créer des outils qui fonctionnent en fait. Oui, parce que vous voulez dire par là que l'être humain, qu'il soit salarié ou citoyen, citadin, il ne réagit pas de la même manière qu'on soit au nord et au sud. Donc là aussi, c'est important. Comment le corps résiste à ce changement climatique? L'être humain, il a à peu près les mêmes capacités de résistance, mais selon là où habite l'être humain, les conséquences liées au changement climatique ne vont pas être les mêmes. Je m'explique. Une canicule à Marseille ne va pas avoir les mêmes conséquences qu'une inondation à Lille. Et de la même manière, un être humain, il a une capacité d'adaptation à un seuil d'humidité combiné avec la température qui ne peut pas atteindre un certain niveau. On parle de la théorie du thermomètre mouillé. En fait, on sait que quand il y a 1 degré de température en plus, on a 7% de taux d'humidité dans l'air. Donc cette eau, elle est là, elle rend les choses moins
respirable. Et puis surtout, c'est une eau qui va retomber et qui génère différentes conséquences. Et on est plus ou moins efficace au travail. La performance humaine aussi se ressent à ce niveau-là. On est un peu dépendant du climat et de l'écosystème. Voilà, c'est pour ça, vous voyez, on parlait de l'importance d'avoir la grande image pour ensuite redescendre à toutes les échelles. D'où l'intérêt pour notre agence de travailler de l'échelle urbaine à l'intérieur en étant capable de prendre en considération tous ces sujets. Ville, le principal, vous dites, le principal habitat de l'humanité. Donc ça veut dire que dès maintenant, vous réfléchissez à la ville de demain. Oui. Pas depuis hier. Ouais. Oui. Pas dès maintenant. Non, c'est ça qui est... Bon, depuis hier, c'est vrai, mais bon, maintenant, ça rentre en mais ligne de compte, les attentes des clients. C'est fondamental. C'est ça, Enfin, ouais. On peut plus s'en passer, en fait. Sachant qu'on ne réfléchit pas à la ville de demain, on ne réfléchit pas à la ville de 2080, hein. On réfléchit à la ville de 2030, de 2040. En plus, il y a une accélération telle des choses qu'on est obligé aujourd'hui de réfléchir à 5 ans, à 10 ans. Et on tâtonne, en fait. C'est ça, même la manière dont on utilise les bâtiments. On essaye des choses, on réfléchit collégialement aussi avec notre maître d'ouvrage, hein, parce que ça c'est très important. On fait un métier qui fait qu'on a vraiment c'est des équipes qui se créent autour de projets. Donc on a les bureaux d'études, on a nos maîtres d'ouvrage, on a les entreprises, et c'est ça qui est passionnant. Mais il y a beaucoup d'inconnus. Et on fait en sorte, comme disait Clémence, voilà, de se projeter pas trop loin et d'essayer de trouver des solutions qui fonctionnent surtout. Alors c'est sûr que la ville du futur, elle se construira pas contre la nature, mais avec elle. Et à ce titre, il est important de se mettre en capacité de mimer la manière dont fonctionne le vivant, qui est fondé sur 2 principes qui sont la sobriété, donc optimiser plus que maximiser. On parlait des économies circulaires, on est exactement dans cette logique-là. Et puis les relations écosystémiques, c'est-à-dire de travailler vraiment la force du collectif pour être capable de toujours rendre service et puis récupérer des services en retour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit aussi faire à l'échelle d'un projet. Aliénor parlait du fait de travailler main dans la main avec notre maître d'ouvrage, mais c'est aussi travailler la main dans la main. Nous, on travaille principalement sur des marchés privés, mais on est évidemment toujours en symbiose avec les autorités publiques concernées et puis avec toutes les expertises qu'on va pouvoir mettre autour du projet, qu'on parle de scientifiques comme on en parlait tout à l'heure, qu'on parle de techniciens, d'ingénieurs et même pourquoi pas de philosophes, de gens qui réfléchissent sur la société et qui vont nous aider à garder cette capacité nécessairement prospectiviste du métier. Oui, tout ça fait que le métier d'architecte a considérablement évolué. Si on comparait à ce que votre arrière-grand-père faisait, puis grand-père, puis le père, là, aujourd'hui, vous vous adaptez à cette évolution ? Alors, c'est un métier qui a évolué, oui et non. Alors, il a quand même comme fonction de bâtir pour pouvoir intégrer des services ou créer de l'habitat pour une société. Après, là où il a changé, c'est la manière dont on réfléchit et dont on pense le bâti. C'est sûr que, comme disait Clémence, on ne peut plus penser sans prendre en amont tout ce facteur climat et cette planète qui va mal aujourd'hui. Donc il faut... En fait, le métier évolue malgré tout nécessairement au regard de la société à laquelle il prend part. Vous voyez, on parlait, et justement, quand on a la chance de pouvoir observer toutes ces générations d'architectes, on comprend bien que la clé de l'évolution du métier réside dans notre capacité à anticiper toutes ces mutations. Au XXe siècle, avec la financiarisation de l'économie, on a vu l'immobilier se financiariser. Alors que finalement, quand on y réfléchit aujourd'hui, l'immobilier, c'est un outil de vie et c'est pas un outil financier. Je dis ça un peu comme clin d'œil parce que du coup, il y a eu des conséquences là-dessus et notamment sur la manière dont l'architecte a évolué puisqu'il s'est retrouvé pris comme un maillon dans la chaîne de valeur de la fabrique d'un projet immobilier avec malheureusement un nivellement par le bas de la qualité architecturale. Ça a tiré vers le bas, vous pensez ? Oui, je pense. Et puis surtout, on a vu naître des projets similaires où que ce soit dans le monde. Du coup, ce qui a privé la ville d'une connexion à ses racines d'origine et ce qui a empêché de donner la durabilité nécessaire au projet. Nous, on a une phrase qui lie nos équipes et qui lie tous ces projets justement qui ne sont pas forcément tous de la même famille, qui est pour être durable, un projet doit naître de ses racines et chacun de nos choix guidé par la responsabilité que nous avons envers le vivant. Et c'est vraiment ça la clé de notre travail en fait. Alors justement, comment vous allez vous adapter ? Parce qu'on voit bien qu'il faut redonner à l'architecture une finalité climatique.
Ça veut dire que les immeubles vont devenir intelligents, végétalisés, il va y avoir de plus en plus d'économie circulaire, on va réutiliser les anciens matériaux, c'est un petit peu ça que les choses, comment les choses vont se dérouler ? Au niveau du réemploi, ça c'est déjà lancé depuis un certain temps. Là, on a livré un bâtiment qui s'appelle Equilis à Issy-les-Moulineaux. Le réemploi concerne à peu près plus de 40% du bâtiment. Donc, c'est-à-dire qu'on a gardé, on a réutilisé toutes les cloisons, les portes qui ont été positionnées dans d'autres bâtiments, mais on a également réutilisé toutes les pierres, les plans vasques des sanitaires, et on les a réutilisés pour créer tout le sol du rez-de-chaussée. Donc il y a pratiquement 1200 mètres carrés de sol qui sont entièrement neufs, mais avec un ADN de l'ancien. Donc ça, le réemploi, c'est déjà rentré en marche. Après, il y a tout ce qui est conception low-tech. Donc, on parlait de technologie. On ne peut pas nier la technologie. On a besoin de la technologie, notamment pour assurer tous ces enjeux bas carbone. Mais avant d'avoir recours à la technologie pour juste utiliser la juste tech, c'est ce qu'on appelle le low-tech, il est de bon intérêt d'observer le bon sens des anciens. On aime dire que innover, c'est avant tout imiter. Donc, on a parlé de l'imitation de l'observation de la nature. Ça, c'est toute la recherche qu'on fait en termes d'innovation biomimétique. Mais nos anciens faisaient souvent très, très bien dans leur désert, dans tout ce qui est architecture vernaculaire, etc. Et d'ailleurs, à ce titre, on a la chance de ne pas travailler qu'en France. On travaille aussi à l'étranger, et notamment dans des pays où il fait déjà chaud. Et où on peut essayer de tester une nouvelle approche des projets, parce que les contextes réglementaires et socio-économiques et climatiques vont le permettre, pour faire de la R&D et démontrer qu'il est possible de faire autrement, juste en retrouvant un petit peu le bon usage des anciens. Et par exemple, on la a... climatisation, je pense aussi. Notamment pour la climatisation. Ouais, on a récemment livré 2 bâtiments tout à fait intéressants en Afrique. Le premier est au sud du Maroc. C'est un ensemble de laboratoires dans lequel est assurée de la recherche, notamment sur l'agriculture en milieu salin, qu'on a conçu pour être complètement en capacité off-grid au milieu du désert. C'est-à-dire qu'on peut dépluguer l'ensemble du site qui fait 10 000 m² de tout réseau énergétique. Il assure une ventilation passive permanente. Tout ça notamment en travaillant donc une approche bioclimatique très poussée, où on va récupérer tout un ensemble de paramètres qu'on va intégrer dans nos outils de conception dits paramétriques, où on rend en fait le dessin ingénieux. Et puis on va se servir, par exemple, des tours avant qu'on trouvait en Perse ancienne. Les tours de Bagdir. Voilà, les Bagdir, effectivement, qui vont nous aider. Et autre projet qu'on a récemment livré à Dakar au Sénégal, c'est le campus du groupe ISM, qu'on a appelé Baobab, qui est un campus vertical, puisqu'on était sur une emprise très contrainte qui a nécessité de faire pousser un bâtiment qui revisite l'arbre à palabre, où les anciens transmettent aux plus jeunes à l'ombre sous l'arbre, et où là, on a un bâtiment qui, en plus, devait répondre aux contraintes budgétaires de la construction là-bas, qui affiche une ventilation naturelle complètement passive de l'ordre de 80%. Oui, parce que rappelons que vous êtes vraiment une agence internationale, un cabinet international. Ça remonte à loin déjà. Donc vous êtes présent. Il ne faut pas raisonner à France uniquement, bien entendu. Je disais le sondage Odoxa que vous avez mené. 3 Français sur 10 se disent prêts à déménager à cause des risques climatiques. Oui, alors c'est pas nous qui l'avons mené, c'est Odoxa. Odoxa, et voilà. Et oui, c'est un signal faible en fait, qui n'est plus un signal faible, qui semble important à garder en tête. C'est qu'aujourd'hui, 3 Français sur 10 s'estiment prêts à déménager au regard des événements climatiques. C'est quand même énorme, ça veut dire 30% des Français. Ou même pour le bureau d'ailleurs. Et donc, exactement. Et donc ça implique que ce sujet-là est vraiment dans le quotidien de tout le monde. On sait que d'ici une vingtaine d'années, c'est un chiffre que j'ai lu la semaine dernière, 4 Français sur 5 seront exposés à un phénomène d'inondation. C'est quand même des chiffres qui ne sont pas anodins. Ouais. Et donc, ou d'ultra sécheresse aussi. Et donc ça veut dire quoi? Qu'on doit mettre les gens en capacité non pas de lutter contre une nature qu'on ne peut pas encadrer, qu'on veut maîtriser. Et on l'a bien vu dans les derniers événements récemment. Mais qu'on doit apprendre à vivre avec. Ouais. Et donc ça nécessite de se mettre en capacité d'atténuation, donc de faire en sorte que la ville émette moins d'effets nocifs et de CO2, tout en étant également dans une stratégie d'adaptation. C'est ce que vous appelez l'urbanisme. Vous appelez ça l'urbanisme climatique.
On appelle ça l'urbanisme climatique, donc qui consiste à prendre en considération tous les paramètres qui font le climat d'une ville, en intégrant évidemment tous les enjeux sociétaux, économiques et géophysiques, de manière à pouvoir créer des espaces qui vont permettre à chacun de vivre avec un climat qui continue à changer. Oui, je vous laisse compléter parce qu'après, on va parler bien sûr du thème du travail demain. Hein. C'est quand même aussi le Covid qui est passé par là, qui a changé beaucoup de choses en France. Qui a transformé, oui, voilà. Littéralement. Et donc, urbanisme climatique, bien sûr, vous travaillez aussi sur ce point-là, hein, qui est important. Hein, ah oui, c'est ce que Clémence expliquait. Et nous on le travail à échelle, à une plus petite échelle, mais... on fait partie de cette chaîne. Elle est essentielle parce que à la fin, on a beau tout prévoir à l'échelle macro, si à la fin l'usager n'a pas le comportement adéquat pour justement, de manière physique, quand la tech n'est pas là pour ça, aller ouvrir les fenêtres la nuit pour assurer des déperditions thermiques ou mettre en place des moustiquaires pour empêcher aux moustiques qui pullulent de plus en plus dans nos villes de rentrer le soir. On aura beau avoir mis toute la plus belle intelligence pour façonner des villes durables, si à la fin l'usager final n'a pas le comportement adéquat, alors tout cela est vain. Donc l'échelle de l'intérieur est très importante. Très importante. Après, ce qui est important aussi pour nous, c'est de pouvoir, alors c'est pas le mot, éduquer nos maîtres d'ouvrage, mais c'est sûr qu'il y a parfois... Sensibiliser, parce qu'il y a des sujets coûts dans ces problématiques-là. Mais en fait, c'est des fausses économies, puisqu'après, on sait que si on arrive à rendre un bâtiment intérieur-extérieur vertueux, derrière, le financement est complètement gagné. En fait. On rentre toujours évidemment dans une équation économique donnée, en essayant toujours de démontrer qu'un coût peut être pris comme un investissement pour l'exploitation future du bâtiment. Voilà. Et que justement, le moyen, la finance doit être un moyen au service d'une valeur ajoutée résiduelle à aller chercher derrière. Et c'est là où les mentalités doivent changer un peu. Nous on est là pour pousser, mais ça commence à aller c'est de mieux en mieux quand même. Donc ça, c'est pour le climat. Mais il y a aussi les nouvelles formes de travail. On a eu le télétravail à un moment, les entreprises reviennent maintenant en arrière. Ça aussi, c'est un nouveau paramètre pour vous, pour s'adapter aux besoins de demain. Oui, alors sur le sujet du télétravail, il y a eu effectivement une bascule au moment du Covid, où d'un seul coup, tout le monde s'est mis à télétravailler. Heureusement, les entreprises étaient plus ou moins prêtes. En tout cas, ça a eu l'effet d'accélérer les choses. Il y avait déjà une tendance de fond, hein, mais c'est vrai qu'au même titre que d'autres tendances de fond, comme habiter entre la ville métropole et des villes plus petites, quand on a des bouleversements comme ça accélère les tendances et ça en fait des réalités. Donc le télétravail est rentré dans la réalité quotidienne de presque chacun. Mais à l'époque, je m'étais déjà posé la question, je m'étais dit, mais pourquoi est-ce que ce télétravail fonctionne si bien ? Et en fait, on le comprend assez aujourd'hui quand on voit le pas de côté que certaines entreprises sont en train de faire en la matière. Je pense qu'entre 2020 et 2023, le télétravail a très très bien fonctionné parce que les gens qui télétravaillaient avaient travaillé physiquement ensemble. Donc en fait, il y avait une dimension physique, un héritage physique qui avait permis aux collaborateurs de construire des amitiés et un savoir travailler ensemble. Le dynamisme était déjà là. Voilà. Et on voit aujourd'hui dans les populations plus jeunes qui sont rentrées sur le marché du travail et qui connaissent de manière trop importante le télétravail par rapport au travail physique, on voit que cette génération-là n'est pas heureuse et que ça a en plus des conséquences sur la productivité même de l'entreprise. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises rétropédalent aujourd'hui. Cela étant, ça oblige aussi à continuer à adapter le bureau pour tous ces nouveaux usages, puisque le bureau n'est plus forcément le lieu où on va pour travailler. Et là, on va en parler avec ABC. Alors, la moitié des projets donc, sont faits avec Béchu, hein, c'est bien ça, hein, oui, à peu près. Alors, c'est pas comme ça chaque année, mais globalement, oui, on a 50% de projets. On est partenaire ou pas sur des projets. Voilà, exactement. Il y a des projets où on travaille avec d'autres architectes et d'autres où il n'y a pas besoin d'architectes. On fait aussi bien des espaces de 100 mètres carrés jusqu'à 45 000 mètres carrés. En général, quand c'est des grandes superficies comme ça, on est effectivement associé avec Béchu associé. Alors là, tous ceux qui nous regardent maintenant attendent des exemples concrets. Alors, on peut citer, je pense, Canal+, hein, l'immeuble de Canal+, c'est ici les Moulineaux. Oui. Là, on peut dire ce qui a été fait, parce que moi, je connais bien le bâtiment, pour y avoir travaillé. C'est un modèle, en fait, hein, aujourd'hui, de ce qui se fait de mieux.
Oui, alors l'aménagement. c'est un bâtiment qu'on appelle aujourd'hui One, qu'on avait appelé Swayze à l'époque, pendant toutes ces années sur lesquelles on a travaillé. C'est un bâtiment qu'on est venu faire revivre, parce que notre père l'avait conçu, oui, dans les années 90. Et à l'époque, cette ville fonctionnait Issy-les-Moulineaux, c'est un bâtiment qui est Issy-les-Moulineaux, fonctionnait de manière complètement différente, puisqu'il était en territoire complètement austère, puisqu'il n'y avait que des usines autour. Donc c'est un bâtiment qui était... Le traitement des déchets qui était connu d'à côté, d'ailleurs. Oui, et c'est un bâtiment qui était enfermé sur lui-même avec... Pour protéger ses usagers. Voilà, exactement. Et là, à partir du moment où Bouygues Immobilier est venu nous chercher pour retravailler ce bâtiment, on l'a complètement réouvert sur la ville. Et ça, c'est l'énorme, la grande différence de cette évolution sur ce bâtiment. Et après, on est venu intégrer toutes les commodités de la ville dans tout le rez-de-chaussée de ce bâtiment, puisque c'est un ERP, établissement recevant du public, au rez-de-chaussée premier étage. Et on y a intégré des commerces, un food court, une cafétéria. Et c'est un bâtiment qui est complètement traversant. Et il y a 3200 collaborateurs qui peuvent y travailler. Donc Canal+ a été séduit, il me semble, assez rapidement quand ils ont vu l'objet. Ils y ont réuni toutes leurs équipes pour la première fois, exactement. Ce qui a créé un dynamisme extraordinaire, parce que beaucoup d'équipes qui n'avaient jamais travaillé ensemble, ne se comprenant pas forcément, ont une même unité de lieu aujourd'hui, et du coup peuvent se rencontrer, peuvent partager, échanger et produire mieux ensemble. Et voilà, donc c'est vrai que ce bâtiment, on l'a réouvert à un écosystème urbain qui avait complètement muté, en se disant, et c'est un parti pris qu'on a pour d'autres projets, qu'il fallait absolument le garder en connexion permanente avec la ville pour lui garantir une durabilité maximale, étant donné que la ville mute en permanence. Et donc si on garde un lien avec la ville qui mute, on peut imaginer que le bâtiment va continuer de vivre avec elle. On a développé près de 10 000 m² supplémentaires, donc ça c'est important pour l'équation économique du maître d'ouvrage derrière. Développer 2600 m² de terrasse. De nature, donc en terrasse extérieure, en toiture, comme en intérieur. C'est là où le fil de l'architecture d'intérieur prend tout son sens, notamment sur tout ce qui est approche biophile. Ouais. Donc ça c'est une carte qu'on intègre beaucoup dans nos bâtiments, toute cette notion de biophilie. Donc pour favoriser le bien-être au travail, donc surtout dans les espaces collaboratifs. Détente aussi, et puis des cafés, comme vous le disiez, et puis beaucoup de végétation aussi, des arbres. C'est cette notion de biophilie. C'est soit on apporte de manière littérale et concrète cette notion de nature, donc des plantes. Des plantes. Donc on a créé pas mal d'oasis naturelles à l'intérieur même des bâtiments. Mais le choix des couleurs aussi, le choix des couleurs est important. On en apporte les codes. Voilà. Les morphologies. Exactement, les matériaux qui sont biosourcés, ça c'est très important, les matériaux naturels pour apporter de la chaleur. L'utilisateur a profondément besoin de recréer un cocon dans ces lieux de travail, puisque aujourd'hui, ils peuvent travailler chez eux, donc en règle générale, son chez-soi est toujours un endroit où on se sent bien. Mais c'est vrai qu'il y a des réflexions d'ailleurs, c'est comment travailler chez soi, parce qu'on n'a pas forcément tous des bureaux. Donc maintenant aussi, on repense les salles à manger, on repense les cuisines pour que tout ça soit aussi modulable. Et à l'inverse, dans ces bâtiments de bureaux, il faut apporter tout ce confort et ce bien-être que l'utilisateur on accompagne beaucoup d'hôtels aussi, parce que le bureau s'invite aussi dans les hôtels. On appelle ça le work style, donc pour les bureaux, mais aussi dans les hôtels. C'est pour ça que je voulais aussi en parler, c'est qu'on s'inspire énormément de ce qui s'est fait dans les hôtels. Alors, les bureaux s'inspirent beaucoup des codes de l'hôtellerie aujourd'hui. Et puis les hôtels aujourd'hui font rentrer du bureau, puisque c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on peut travailler de partout. On peut travailler de chez soi, de n'importe quel moyen de transport, de n'importe quel tiers-lieu qui va être à disponibilité immédiate d'un moyen de transport qu'on utilise. Quand on se déplace à l'hôtel, en plus, les gens sont de plus en plus dans une vie très, très nomade. Et voilà, et ça, c'est un work style qui définit un nouveau lifestyle, en fait, si on peut dire. Oui, et puis ça permet la réussite de l'entreprise aussi. À partir du moment où on intègre justement cette notion de work style qui est là pour justement l'expérience collaborateur,
on voit qu'il y a énormément de choses qui sont apparues. Typiquement, toute cette notion de mobilité douce, tous ces espaces de services qui se démultiplient en général dans tout le bâtiment. Il y a même des services comme le service vélo, par exemple, où on peut carrément carrer son vélo grâce à un ascenseur spécial. Enfin, j'ai en mémoire des astuces qui changent la vie quand même, là, qui améliorent la vie. Un des derniers grands bâtiments qu'on a inauguré, qui est le siège de Publicis, qui est... Rue de Courcelles. Qui s'appelle rue de Courcelles, pardon. Il y a effectivement un énorme espace qui est dédié au vélo. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un ancien garage à l'origine. De voitures. De voitures, oui, exactement. Et aujourd'hui, il y a cet espace pour les collaborateurs, parce que chez Publicis, ils sont très jeunes, donc ils pédalent tous, beaucoup. Et voilà, et puis on a démultiplié les services dans ce bâtiment. C'est l'une des activités de branche de Publicis, parce que je crois qu'ils sont toujours revenus des Champs-Élysées. C'est Publicis France. Oui. C'est ça, c'est Publicis France. Mais ce qui est très important aussi, et c'est vraiment, il faut le souligner, c'est là dans ces deux bâtiments dont on vous a parlé, notamment aussi Equulis, c'est qu'on parle de synergie entre le monde du bureau, le monde de l'hôtellerie, on parle de synergie, mais également, on fait en sorte que tous ces bâtiments de bureaux puissent avoir un prisme et qui ouvre ses portes à la ville. C'est pour ça que souvent, on propose de faire des ERP, que le rez-de-chaussée devienne un ERP, pour qu'il y ait un vrai mélange, une vraie mixité qui se fasse entre... qui reçoit le public. Voilà, là, typiquement sur Mondo, donc, qui est le siège de Publicis France, on a un food court qui est ouvert de 1800 mètres carrés, c'est très gros, qui est ouvert au public. Et donc, en fait, ça permet à tout un chacun de pouvoir vivre l'expérience Mondo en n'appartenant pas forcément de prime abord à l'écosystème de Publicis France. On va devoir conclure pour des raisons de temps. Qui veut conclure? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que prépare, par exemple, votre cabinet pour demain? Est-ce qu'il y a des dossiers secrets? Il y a toujours des dossiers secrets. Sinon, ça serait pas drôle. Donc, c'est top secret. Oui, mais on peut le dire. Voilà, Non, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on travaille, on a plusieurs projets à l'étranger qui sont en train de s'allumer. Donc, on espère revenir sur votre plateau pour pouvoir vous en parler. Vers la Chine. Ça, on a une histoire partagée avec la Chine depuis très longtemps aussi, où je pars là samedi. Et puis, avec le Moyen-Orient aussi. On sera ravis de vous en parler. Puis, on travaille aussi beaucoup pour la jeunesse. Et ça nous tient à cœur, aussi bien pour des résidences étudiantes que des écoles. Et ça, c'est un prisme important dans notre dessin. Aliénor, Clémence Béchu, merci beaucoup d'être venue. On en sait un peu plus sur l'avenir du bureau, de l'habitat, de la construction, de l'architecture. Vous nous avez vraiment transportés dans un monde nouveau et bravo pour cette constance depuis 4 générations. Merci beaucoup. Merci.